L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On s'intéresse ce matin à la situation de la caisse locale de retraite. Vous recevez Vaïmois Mouliava. Vaïmois Mouliava, membre du gouvernement en charge de la fonction publique. Bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point effectivement sur la CLR dont on connaît aujourd'hui les difficultés. Elles ne sont pas récentes mais elles se sont aggravées. On va revenir parce que vous préparez une délibération qui sera examinée au gouvernement mercredi. On va revenir sur le contenu de cette délibération. Avant cela, peut-être faire un état des lieux de la caisse locale de retraite au niveau trésorerie. Aujourd'hui, vous avez une visibilité pour verser les pensions de combien de temps ? Peut-être un mois ou 2 mois. Pour rappel, chaque mois, c'est 1,8 milliard qu'il faut sortir pour payer les pensions de nos retraités. Et nous avons à peu près 2,5 milliards en trésorerie. Donc vous voyez, donc une trésorerie en forte tension, qui était déjà en forte tension depuis 2019, notamment aussi avec, vous savez, ce ratio cotisant retraité qui se réduisait comme peau de chagrin. On est passé de 2 à 1,73 l'an dernier. Donc, une situation très urgente. J'ai envie de dire que je ne m'attendais pas à revenir proposer encore une mesure d'urgence, mais la situation s'est aggravée. C'est aggravé, comme le dit, je crois, M. Coulson. C'est plus on embrasse le mur aujourd'hui. Rappelez quand même que l'acte 1 qui a été adopté l'an dernier... Parce qu'il y avait déjà un premier train de réforme pour essayer de donner plus de visibilité, justement. Exactement, parce qu'on se retrouvait déjà dans des problèmes de trésorerie. L'acte 1 qui avait acté et que les congrès avaient voté à l'unanimité une hausse de 1% de la part salariale, une hausse de 1% de la part patronale, et puis une minoration de 1% des pensions, accompagnée de dispositifs, des taux d'abattement très dissuasifs. Ça a apporté ses effets, je vais le dire ici, ça a apporté ses effets, parce que, et puis, pas oublier, il y a eu 2,1 milliards de l'aide de l'État l'an dernier. Tout ce package nous a permis de ne pas être en cessation de paiement en fin octobre, début novembre l'année dernière. Et donc, si on prend une période de référence entre le 1er janvier et le 30 juin, pour comparer ce qui est comparable, cette année, au 1er janvier au 31 juin, nous avons eu 94 départs à la retraite, au lieu, sur la même période, en 2023, plus de 130 départs à la retraite, près de 130 départs à la retraite. C'est dire que les taux d'abattement dissuasifs étaient dissuasifs. Et aussi, sur la même période, nous avons un déséquilibre structurel qui s'est réduit à moins 54 milliards, 1er janvier au 30 juin. Même par comparaison, l'an dernier, on était à plus de 680 millions. Alors, vous voyez que la trajectoire de l'acte 1 sur le problème structurel commençait à payer, à faire ses effets. Voilà, ce que vous dites, c'est que l'acte 1 marchait bien jusqu'à présent, donc vous étiez sur la bonne voie. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du 13 mai ? Pourquoi la situation du 13 mai aggrave la situation de la Caisse ? Parce que le problème conjoncturel s'est aggravé. C'est-à-dire que, faut rappeler ici, on est dans cette situation parce que les hôpitaux ne peuvent plus, depuis un certain nombre d'années, payer leurs charges. Et avec le temps, a rejoint le cortège de collectivités ou institutions défaillantes, certaines communes, y compris une province, la province des Îles, l'an dernier. Et vous voyez bien que depuis le 13 mai, avec le massacre du tissu économique, la fiscalité ne rentre plus. Donc ce problème conjoncturel s'étend, se propage et apporte un lot d'impayés qui jusque-là était assez maîtrisable, notamment avec l'aide de l'État, aujourd'hui n'est plus maîtrisable. Quand on sait qu'il faut verser 1,8 milliard de pensions et qu'en caisse de trésorerie, nous avons 2,5 milliards, vous voyez bien que la trésorerie, elle est tendue. Et puis, un niveau d'impayés qui ne cesse d'augmenter. Mais tout ça est lié à nos problèmes de finances publiques locales, j'ai envie de dire. Donc, l'acte 2 qui doit passer, qui a été adopté par le gouvernement et qui doit encore être adopté par le Congrès prochainement le 2 ou le 3 août,
ne suffira pas. Ne suffira pas. La mesure principale de cet acte 2, c'est le départ de l'âge à la retraite qui sera repoussé progressivement de 60 à 62 ans. Voilà, de 60 à 62 ans, avec un mécanisme de surcote pour compenser, ou alors plutôt remercier ceux qui restent. Ceux qui restent. Et puis aussi, il y avait une hausse des cotisations progressive qui s'est allée sur plusieurs années. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où nous parlons, nous ne pouvons plus compter sur ces augmentations progressives ou ces minorations progressives des pensions. Ça veut dire qu'il faut aller plus vite aujourd'hui parce que la situation l'exige. C'est pour ça que vous proposez cette délibération. Il y a deux mesures, on va dire deux mesures fortes. On évoquera la troisième un peu après parce qu'elle est particulière. La première, c'est une minoration des pensions. Elle était déjà prévue, mais vous l'augmentez puisqu'elle passerait à 3%. Et la part salariale qui devait augmenter progressivement de 0,3 à 0,9%, là est fixée à 1% directement. Voilà. Oui. Aujourd'hui, on a entendu les syndicats réagir assez froidement à ces propositions. Il n'y a pas le choix pour vous? Il n'y a pas d'autre solution? Je comprends, mais en l'état actuel des choses, oui, il n'y a pas le choix. Et d'ailleurs, on s'excuse vis-à-vis de nos retraités, mais ce sera 3% ou rien d'ici quelques mois. Et dire que c'est un train de mesure de sauvetage, je mentirais. Je ne fais que repousser. Nous faisons que repousser le délai à janvier l'année prochaine. Par ailleurs, sur les 12 milliards d'avance sur trésorerie, vous savez qu'il y a 6 milliards de subventions, 12 milliards d'avance de trésorerie consentis par l'État avec un prêt que le gouvernement à hauteur de 6 milliards. Voilà. Sur les 12 milliards, 600 ou 700 millions sont réservés au RUAM et à la CLR. Donc, on escompte aussi, avec ces trains de mesures que nous allons prendre, je le pense, j'espère, demain en séance du gouvernement, puis ensuite au Congrès, on escompte aussi bénéficier de 600 millions sur cette enveloppe-là, qui nous permettrait, si elle était accordée par l'État, une survie vers le premier trimestre, fin premier trimestre 2025. On en est là. On en est là. Pour l'instant, après, on ne peut pas voir plus loin pour l'instant en l'état actuel des choses. Non, c'est la misérabilité de cet instant-là laquelle nous parlons. Et nous avons dû prendre des décisions au gouvernement. Je sais que les syndicats nous le reprochent, y compris les retraités. Mais c'est cela ou plutôt ne plus avoir de retraite d'ici un mois. Alors le risque, et vous l'envisagez aussi, parce que c'est une des mesures de la délibération proposée et qui fait aussi beaucoup réagir, c'est si on n'a pas suffisamment d'argent en caisse, on versera les retraites au prorata de ce qu'on a en caisse, et c'est vraiment une piste envisagée? Ah non, ce n'est pas une piste envisagée. C'est la troisième mesure de la délibération d'urgence que je vais faire passer demain et qui passe aujourd'hui au Conseil supérieur de la fonction publique et que je présenterai demain. C'est au tout dernier recours cette possibilité. Elle est à l'étude actuellement, parce que ça sera une première, elle est à l'étude actuellement par Bercy. Et donc on aura le retour rapidement sur ce sujet. Mais il faut l'envisager. Il faut l'envisager. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle, les dépenses en matière de retraite, c'est 1,8 milliard. Nous avons en trésorerie 2,5 milliards. Alors que vous voyez bien que le problème des trésoreries... Et les cotisations ne rentrent quasiment plus. Et les cotisations ne rentrent quasiment plus, ou devons-nous être plus précis, ne rentrent plus, rentrent avec un certain délai. Et c'est pour ça qu'avec ce problème de trésorerie qui est en tension, nous travaillons en bonne intelligence avec l'État, et notamment la trésorerie payeur, et puis... la PERI et puis la DEFIP sur ces sujets-là. Et puis aussi avec l'ensemble des employeurs à qui j'ai demandé, en tant que président de la CLR, la même opération que l'an dernier. Rappelez-vous, nous avons sollicité... Un versement d'avance. Voilà, nous avons sollicité l'OPT et la province Sud qui ont consenti à faire des avances de cotisation qui nous ont permis aussi de pouvoir percevoir, de pouvoir verser les pensions de retraite à nos
Aujourd'hui, on est à 6 000 et quelques retraités. L'an dernier, on était à 5 800. Alors, Vaima Mouliava, la caisse de retraite des fonctionnaires est en difficulté structurelle depuis plusieurs années. Elle a été aggravée, vous l'avez rappelé, par la crise. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi de se poser des questions un peu plus de fond sur des réformes de structure à faire? Parce que tout le monde en parle aujourd'hui, tout le monde concède qu'il y a peut-être trop de structures et qui font vivre trop de personnes et trop de services, etc. Est-ce que ce n'est pas le moment de regarder les choses et peut-être d'apurer ce qui peut l'être? Non, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on m'a reproché hier, parce que j'ai fait passer au conseil d'administration, on m'a reproché, on m'a dit, c'est toujours les administrateurs de la CLR qui font des efforts. D'ailleurs, la seule réforme qui est passée, difficile qui est passée depuis, c'est bien celle de la CLR. Alors, M. Mouliava, vous êtes gentil, mais toujours, vous demandez des efforts aux retraités, aux agents publics de la fonction publique. Et évidemment qu'il faut le faire. Cette démarche-là, et on le fait aussi avec l'État, cette démarche-là, moi j'ai envie de dire, puisque le problème est systémique, et il me le rappelle assez souvent, il faut avoir la même démarche avec l'URIAM. Il faut avoir la même démarche avec les satellites comme Enercal. Il faut avoir la même démarche, ce qu'on appelle une revue budgétaire des collectivités, une revue des dépenses. Mais qui peut la demander? Le gouvernement et puis les collectivités, les chefs d'exécutif, évidemment. Et puis associer, un peu comme nous l'avons fait lors des assises de la fonction publique l'an dernier, associer l'écosystème, c'est-à-dire les partenaires sociaux. Et il y avait aussi les collectivités, etc. Et l'État. Et l'État qui, nous avons la chance ici, il faut le dire, d'avoir une mission reconstruction, qui parle investissement. Mais je pose la question. Si on arrive à débloquer des fonds pour la reconstruction des bâtiments publics, notamment les écoles, et que parallèlement, nous n'avons pas réfléchi à régler nos problèmes de trésorerie et notamment de finances publiques locales liées à des réformes que nous n'avons jamais faites, ce serait encore jeter de l'argent par la fenêtre. Donc vous voyez bien que le travail que mène la CLR avec les partenaires, y compris avec l'État sur ces sujets, il faut le décliner sur tous les autres secteurs et collectivités. Et j'ai envie de dire, il y a une unité, je ne dis pas une union, il y a une unité urgente, nécessaire à avoir entre collectivités, institutions, établissements publics sur cette revue des dépenses et les réformes à entamer. J'ai envie de dire ici que plusieurs rapports nous avons. Nous avons les matériaux. Nous avons des rapports de l'IGAS sur la santé. Nous avons des rapports de la CTC, de la Chambre territoriale des comptes. Enfin, je veux dire, les matériaux, nous l'avons, y compris le fruit de la réflexion des partenaires sociaux ou économiques. Donc, il est temps, il me semble, de décliner la démarche que nous avons à la CLR, à la Caisse locale des retraites, sur tous les autres secteurs, y compris, j'ai envie de dire, à cause de ce qui vient de se passer. Et j'ai envie de dire, j'ai quand même un petit mot, il est temps que les gens là qui font des exactions, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Hein, parce qu'au-delà, bien sûr, les églises, les lieux de culte, les lieux de commémoration sont importants. Mais moi, j'ai envie de dire, dès lors qu'on brûle des maisons de particuliers, hein, des gens, des Calédoniens, de souche ou pas de souche, qui se retrouvent en regardant leur maison en flammes. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut que ça s'arrête parce que les problèmes du pays dépasseront tout ça. Parce qu'on va se retrouver dans une révolte sociale sans précédent, sans précédent. Et donc, j'ai envie de dire, déjà, la sécurité doit revenir. Et la sécurité, ce n'est pas l'affaire seulement que des forces de l'ordre et du haut-commissaire. C'est aussi notre responsabilité à nous, en tant que, évidemment, politique, parce qu'on nous accuse d'être... Mais j'ai envie de dire, c'est aussi une responsabilité des Calédoniens. Des Calédoniens. Et ceux-là même là, qui font des exactions encore aujourd'hui, parce que l'heure est grave. Et cette unité de condamnation, j'ai envie de dire, elle doit se retrouver aussi dans une unité d'action. J'ai entendu le président Coulson, hein, de l'UTCFE-CGC, mais je crois qu'il a raison, et puis d'autres le réclament aussi. Il faut maintenant rentrer en action sur tous ces sujets-là. Alors,
En ce qui concerne la CLR, pour terminer et pour y revenir, il y a cette délibération qui sera présentée mercredi, qui sera ensuite présentée au Congrès. Il y a l'acte 2 qui est aussi en cours de validation. Si ces deux textes sont validés par les élus du Congrès, la caisse de retraite n'est pas sauvée, bien évidemment, mais on aura une visibilité suffisante pour avoir le temps, justement, pourquoi pas, d'entamer ces réformes? Exactement. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est aussi d'entamer ces réformes-là. Et oui, je mentirais si je dirais qu'aujourd'hui, j'ai présenté hier une délibération d'urgence, pas de sauvetage, d'urgence. Et je le disais tout à l'heure, qui va nous ramener à verser les pensions jusqu'à janvier 2025. Si l'aide de l'État, c'est 600 millions ou 700 millions réservés aux comptes sociaux et à la CLR, dans l'enveloppe des 12 milliards d'avance sur trésorerie, là, d'avance remboursable, ça nous amènera à la fin du premier trimestre 2025. C'est là où on en est. C'est là où on en est. C'est moins 3% ou plus rien du tout d'ici septembre, octobre. Moins 3% sur les pensions de retraite. Hein. Voilà. Et puis 1% de hausse. Et j'espère que les retraités, auprès de qui, personnellement, je m'excuse parce que j'ai cette casquette de président de la CLR, la décision est difficile. Hein. Je sais, les gens vont dire que je suis un abruti, que j'ai jamais travaillé. J'entends tout ça, j'entends. C'est juste qu'ils ignorent mon parcours professionnel. Mais moi aussi, j'ai des retraités dans ma famille. Et bien sûr. Et on en parle. Et c'est pas de gaieté de cœur qu'on se présente, qu'on fait tout cela au niveau du gouvernement. C'est pas par gaieté de cœur, c'est par esprit de responsabilité. En espérant que la réforme que nous proposons là, ce plan d'urgence, permettra aux autres collectivités, à toutes les collectivités, j'inclus la Nouvelle-Calédonie dedans, et les autres établissements, les satellites, hein, de faire des efforts nécessaires. De faire aussi des efforts nécessaires. Et ça passe par quoi? La méthode, elle est simple. Hein. Une revue budgétaire des dépenses, des investissements, du fonctionnement. Une fois qu'on a cette cartographie, on entame les réformes. Avec l'assentiment, mais au moins consulter le maximum de personnes. Vaïmoua Mouliava, président du conseil d'administration de la CLR et membre du gouvernement en charge de la fonction publique. Merci d'avoir accepté ce matin notre invitation. Merci Jean-François Bodin.